Dans le Nord, les réjouissances occasionnées par la victoire de l'armée du Potomac à Gettysburg traduisent l'espoir de voir enfin le cours de la guerre s'infléchir pour de bon. Après l'apogée symboliquement atteint par la Confédération en Pennsylvanie, l'Union espère que sa détermination faiblira vite et que le conflit s'achèvera sans délai, ce qui permettra à l'administration Lincoln d'atteindre tous ses objectifs politiques. Un espoir qui va être déçu. Même la perte catastrophique de Vicksburg au lendemain de la charge de Pickett et de Pettigrew, qui scellera le destin de la campagne de Lee à Gettysburg, ne viendra pas à bout de la détermination sudiste. Pour Ulysses Grant, Vicksburg est une place forte d'une importance stratégique clé. Ayant tenté à 3 reprises de prendre cette petite ville perchée sur des falaises du Mississippi, les fédéraux ont vu à chaque fois leurs efforts se solder par de cuisants échecs. Talonné par les politiciens de Washington, Grant passe en revue les possibilités qui s'offrent à lui. Impossible de ramener toute l'armée à Memphis pour tenter de repasser par Holly Springs. Une telle décision serait considérée comme un repli et lui coûterait certainement son commandement. Bien que vivement incité à le remplacer, Lincoln voue une fidélité sans faille au général de l'Illinois, et ce, malgré les critiques dont ce dernier fait une fois encore l'objet. « Je ne peux renvoyer cet homme, il se bat. » À Washington, ses détracteurs jettent de l'huile sur le feu en l'accusant d'être un ivrogne. « Dites-moi la marque de whisky de Grant. J'aimerais en envoyer une caisse à mes autres généraux. » Malgré le ton badin de Lincoln, le ministre de la guerre Edwin Stanton ouvre très sérieusement une enquête sur le comportement du général. En avril, il détache auprès de lui son ministre adjoint Charles Dana sous de fallacieux prétextes. Conscient du véritable motif de la mission, l'état-major de Grant lui conseille de ne pas coopérer. Or, Grant se montre respectueux et bienveillant à l'égard de Dana, lequel donnera de lui une image favorable à Washington. Et par la suite, il dépeindra le général Grant en ces termes: l'homme le plus modeste, le plus honnête que j'eusse jamais connu. Doué d'une humeur que rien ne pouvait jamais altérer. Ce n'était pas un grand homme, sinon moralement. Il n'était pas non plus original ni brillant, mais sincère, réfléchi, profond, et doué d'un courage qui jamais ne se démentit. Les historiens modernes ont tout lieu de croire qu'il était alcoolique. Toutefois, le fait que Grant considère l'alcool comme une faiblesse morale, en digne représentant des mentalités victoriennes, l'a rendu d'autant plus fort. Il a lutté contre ce qu'il savait être son point faible. Et sa remarquable personnalité, ainsi que le soutien de ses proches, explique pourquoi son alcoolisme n'a jamais influé sur son génie militaire durant la guerre de Sécession. Sa modestie et son courage personnel lui permettent d'accepter des paris risqués, contrairement à des commandants plus arrogants. Et de toute évidence, sa nouvelle stratégie dans la campagne de Vicksburg est particulièrement osée. L'arrivée du printemps lui offre une possibilité inexistante durant les pluvieux mois d'hiver. Alors que jusque-là, la crue des canaux et des affluents du Mississippi avait favorisé le mouvement des navires lors des opérations amphibies, l'assèchement des sols et la baisse des eaux facilitent ces nouveaux projets. Il décide donc d'amener son armée par la rive occidentale jusqu'à un point au sud de Vicksburg, où elle franchira le fleuve. La difficulté consistant à amener en position moyens de transport et canonnières indispensables à la traversée. C'est l'amiral Porter qui est chargé de mener à bien l'opération. Celui-ci choisit la nuit du 16 avril car un grand bal s'y déroule, auquel assiste le général Pemberton et son état-major. La manœuvre est couronnée de succès. Aucune canonnière perdue et un seul transport de ravitaillement coulé. Après avoir anxieusement observé ces navires forcer le passage devant les batteries, Grant chevauche jusqu'à New Carthage pour accueillir Porter. Aucun mort ne sera déploré dans les rangs de l'Union ce jour-là, ni même le 22 avril quand des vapeurs non armées emprunteront le même chemin. En écrivant au général en chef Henry Halleck à Washington pour lui communiquer son plan, Grant ignorait quelle serait la réaction officielle devant ce risque calculé. Il savait néanmoins qu'en promettant d'appuyer la manœuvre de Banks sur Port Hudson, il résoudrait non seulement un problème capital pour Halleck, mais surtout établirait depuis la Nouvelle-Orléans un axe de ravitaillement moins précaire que celui de Memphis. Si l'acceptation passive d'Halleck peut surprendre, ainsi que l'enthousiasme peu habituel du général McClernand dont les troupes se feraient un chemin par l'Overland Trail,
Les objections de McPherson et de Sherman, ses plus proches subordonnés, étonnent davantage. Sherman est si farouchement opposé à ce projet qu'il envoie une longue missive à Grant pour dénoncer la pire absurdité de mémoire de soldats. Toutefois, cette méfiance n'ébranle nullement la confiance de Grant à l'égard de son subordonné. Le général de l'Ohio remplira d'ailleurs consciencieusement son rôle en simulant une attaque au nord de Vicksburg, près de l'endroit où il a tenté le débarquement désastreux de Chickasaw Bayou en décembre 62. Une partie des hommes de Sherman mène d'abord une opération éclair sur Greenville, à 160 km au sud de la citadelle, sous les ordres du général de division Frederick Steele. Ces diversions ont pour but de semer la confusion au sein du commandement confédéré et d'empêcher les forces ennemies éparpillées de converger vers le point de débarquement, Grand Gulf, à une centaine de kilomètres au sud de Vicksburg. Tandis que Pemberton s'interroge sur Greenville, une autre diversion est organisée. Dépassant largement toute attente, le style audacieux de ce raid de la cavalerie aurait fait la fierté d'hommes tels que Stuart ou Forrest. Le colonel Benjamin Grierson de l'Illinois est un héros inattendu. Professeur de musique, né en Pennsylvanie et blessé par un coup de sabot dans son enfance, il s'est laissé persuader par le général Halleck de remonter en selle. Parti de Lagrange, dans le Tennessee, Grierson va conduire 1700 hommes triés sur le volet parmi les troupes du général Earl Budd de Memphis. L'objectif de cette téméraire expédition est de couper la ligne de chemin de fer entre Jackson et Meridian, dans le Mississippi. Démarrant à l'aube du 17 avril, quelques heures seulement après que les navires de Porter ont forcé le barrage des batteries, les cavaliers se dirigent vers Ripley, au sud-est, l'ancienne base du général Earl Van Dorn. Malheureusement pour les Confédérés, aucune véritable unité de cavalerie, qu'il s'agisse de Van Dorn ou de Forrest, ne se trouve dans les parages pour se lancer à la poursuite de la brigade. Grierson déploie une incroyable ingéniosité face à d'éventuels poursuivants. Il renvoie une partie de ses hommes sur Lagrange, le point de départ, afin de brouiller les pistes et faire diversion. Par ailleurs, au risque d'être accusé d'espionnage en cas de capture, un peloton en uniforme sudiste chevauche en avant-garde pour reconnaître l'étendue des forces ennemies et couper les lignes du télégraphe. Le 25 avril, ayant atteint son objectif, le chemin de fer de Newton Station, Grierson détruit systématiquement tout le matériel roulant, les voies et les dépôts de vivres à portée de cavaliers. Puis, il décide de ne pas repartir d'où il vient, mais plutôt d'aller se mettre en lieu sûr, à Bâton Rouge, 160 km plus au sud. En chemin, il s'arrête encore à 2 reprises pour incendier des gares, mais à chaque fois, les incendiaires épuisés se transforment en pompiers et aident les habitants à sauver habitations et commerces. Enfin, le 2 mai, sortis vainqueurs d'une escarmouche avec la fine fleur de la cavalerie ennemie, ces hommes tombent littéralement de leur selle pour profiter d'un repos bien mérité, suivi d'un accueil triomphal dans la capitale de la Louisiane. Au prix d'un minimum de pertes, Grierson a désarçonné les sudistes, tout en affaiblissant les défenses de Vicksburg déjà dégarnies. Son raid vient quasiment éclipser le succès de la ruse de Sherman au nord-est de Vicksburg. Mais même si ces manœuvres complexes de diversion vont grandement faciliter les choses, pour l'infanterie de McClernand, la traversée depuis Hard Times en Louisiane ne se fera pas sans encombre. Les Confédérés redoutaient que le canal creusé par Grant ne permette aux canonnières de contourner Vicksburg. Et donc, à la mi-mars, ils ont expédié d'urgence le général Bowen avec une force de soldats du Missouri et de l'Arkansas à Grand Gulf. Et dans cette campagne de Vicksburg, Bowen va se révéler le meilleur général de la Confédération. Ils arrivent ici, à Grand Gulf, et sur ces falaises, qui dominent un brusque coude du Mississippi, ils construisent des fortifications. Le 29 avril, Grant est prêt à traverser le fleuve. Mais les soldats de l'Union passent une nuit mouvementée. De nombreuses péniches prennent l'eau et il faut pomper sans arrêt. Le lendemain matin, la flotte largue les amarres et prend position au beau milieu du Mississippi. À bord du remorqueur Ivy, Grant commande les escadres de bombardement.
7 cuirassés prendront feu en aval. À Fort Wade, après plus de 2 heures de bombardement, les canons sudistes se taisent. Mais Fort Coburn, à l'abri de la falaise, est aussi protégé que les canons de Navarone, et il anéantit 3 cuirassés de porteurs. Vers 13 heures, celui-ci comprend que Grand Gulf ne tombera pas. Il la baptise d'ailleurs l'imprenable position du Mississippi. Son escadre remonte le fleuve et il s'entretient avec Grant. Grant se voit quasiment contraint de débarquer beaucoup plus au sud, jusqu'au moment où un informateur noir confirme l'existence d'une route menant vers l'intérieur à partir de Bruinsburg. Le dernier jour d'avril, tandis que Hooker marche sur Chancellorsville, le corps de McClernand ainsi qu'une division de McPherson pénètrent dans l'État du Mississippi, entamant ainsi la dernière étape de leur long périple vers Vicksburg. J'ai ressenti un soulagement d'une intensité inégalée depuis. J'étais en terrain sec sur la même rive du fleuve que l'ennemi. Toutes les campagnes, les épreuves, les souffrances, les vicissitudes que nous avions subies visaient la réalisation de cet unique objectif. Toute la journée et jusque dans la nuit, les fédéraux avancent vers Port Gibson, où la petite milice locale a reçu l'appui de soldats dépêchés en urgence de Grand Gulf, sous la houlette de l'efficace lieutenant de Pemberton, le général de brigade John Bowen. Les diversions opérées par Grant ont semé un tel trouble au sein du haut commandement sudiste que la réponse à la demande de renfort adressée à Vicksburg arrivera trop tard pour être efficace. Aussi, Bowen divise-t-il ses troupes pour couvrir 2 routes convergentes à l'ouest de Port Gibson. Le 1er mai, au petit matin, Martin Greene, général de brigade confédéré, part inspecter ses piquets le long de la route de Rodney. Il arrive chez les Schaeffer. Monsieur Schaeffer a rejoint l'armée confédérée à Port Hudson. Son épouse et sa belle-sœur ont fait leur bagage, prêts à partir pour Port Gibson. Greene les rassure en disant que les fédéraux ne se déplacent jamais de nuit et juste à ce moment, un coup de feu retentit. Un projectile atteint la maison. Les 2 femmes sautent dans le chariot, fouettent les mules et filent sur Port Gibson, tandis que Greene repart prévenir ses hommes. Les combats s'intensifient sur la route de Rodney, tandis que la brigade de tête de McClernand affronte Greene près du temple de Magnolia. Sur l'autre flanc, le général de brigade Peter Osterhaus lance sa division contre les confédérés sur la route de Bruinsburg, 2 voies longeant des crêtes très étroites séparées par des ravines envahies par les herbes. Arrivé en milieu de matinée, Grant expédie une brigade du corps de McPherson pour consolider les troupes de McClernand sur la route de Bruinsburg. Le flanc droit confédéré finit par céder sous la pression et pour éviter que ses troupes ne soient séparées, Bowen se replie au nord du Bayou Pierre après avoir fait brûler les ponts au nord de Port Gibson. Les fédéraux occupent la ville le 2 mai. Ayant établi sa base, Grant et plusieurs de ses lieutenants se dirigent sur Grand Gulf, également abandonné par les Confédérés, et retrouvent la flotte de porteurs. Dans la mesure où l'axe de ravitaillement depuis Grand Gulf deviendra vite précaire, Grant sait que l'armée pourra vivre de ce qu'elle trouvera sur place si nécessaire. De Bâton Rouge parvient la nouvelle de l'arrivée sans encombre de Grierson et de l'absence de Banks. Celui-ci pourchasse les forces du général sudiste Richard Taylor au cœur de la Louisiane. Il ne pourra donc pas s'emparer avant un moment de Port Hudson. Grant conserve donc provisoirement les renforts qu'il avait promis à Banks. Sa stratégie lui commande de faire avancer ses troupes vers le nord-est en suivant des voies séparées afin de contenir les forces ennemies autour de Vicksburg tout en se rabattant vers elles par l'est. Les ingénieurs fédéraux réparent les ponts tandis que les troupes de Sherman, fraîchement débarquées, se joignent à la campagne. Le premier engagement violent a lieu le 12 mai, lorsqu'une colonne de McPherson se heurte aux hommes du général de brigade John Gregg, près du village de Raymond. Au bout de 6 heures, les sudistes se replient vers Jackson, mais l'incident donne à réfléchir à Grant. Au lieu de marcher sur Vicksburg en laissant un puissant bastion sudiste sur ses arrières, il décide d'attaquer d'abord Jackson. Défiant les dogmes militaires en vigueur, il divise une fois encore ses troupes en territoire ennemi. Il détache McPherson vers la ville de Clinton, au nord, tandis que Sherman demeure près de Raymond.
et l'essentiel du corps de McClernand feint une offensive sur Pemberton, lequel s'est aventuré hors de Vicksburg avec une partie de son armée et se trouve à proximité de la gare d'Edwards. À Jackson, c'est le général Joseph Johnston qui vient du Tennessee qui voit arriver les hommes de Gregg après la bataille de Raymond. Malgré les troupes arrivant de Caroline du Sud, de Géorgie et du Tennessee pour renforcer la capitale, Johnston, épuisé et malade après son long périple depuis l'Ouest, télégraphie à Richmond le message suivant « J'arrive trop tard ». Il fait évacuer Jackson, à l'exception de l'arrière-garde commandée par John Gregg. Dès l'après-midi du 14 mai, le drapeau de l'Union flotte sur le Parlement du Mississippi. Grant passe la nuit dans une chambre d'hôtel quittée quelques heures plus tôt par le général Johnston, mais il récupère autre chose lui appartenant. Une lettre pour Pemberton confiée à un messager qui était en fait un espion fédéral, et dans laquelle Johnston fait part de son projet d'unir les deux forces confédérées afin de vaincre Grant. Celui-ci ordonne aussitôt au corps de McPherson à l'ouest de rejoindre celui de McClernand pour enfoncer un coin entre les deux armées ennemies. Pemberton réfléchit aux ordres de Johnston. Il hésite entre regagner Vicksburg et faire route vers le sud pour couper l'axe de ravitaillement nordiste. Tandis qu'il s'engage dans cette direction, il reçoit de Johnston un deuxième ordre encore plus urgent qui l'oblige à changer d'avis. Il fait route vers le nord, où il se heurte aux forces de McClernand et de McPherson, près de la ferme de Sid Champion. Les Confédérés ont choisi d'excellentes positions défensives en terrain élevé, mais ils doivent céder devant la détermination de l'ennemi. Mais en début d'après-midi, une contre-attaque tout aussi acharnée de la division de Bowen chasse les fédéraux de la colline. Imperturbable malgré ce revirement, Grant, qui dirige personnellement la bataille, fait monter en ligne des renforts d'infanterie et masse de l'artillerie pour frapper le flanc des Confédérés. Cédant sous la pression, Pemberton recule vers Vicksburg. Seule une de ses divisions retrouvera les forces de Johnston après avoir été coupée du reste de l'armée. Les 17 et 18 mai, l'armée du général Pemberton se replie à Vicksburg, après la bataille de la rivière Big Black, où elle a été mise en déroute. Durant la nuit du 17 au 18, l'armée de Grant traverse ce fleuve, et l'après-midi du 18, elle approche de Vicksburg. Le 19, au petit matin, Sherman avance, s'empare des crêtes au nord de Spring Bayou et occupe l'emplacement de l'actuel cimetière national. Dès lors, la campagne de Grant a parfaitement réussi, car l'armée de terre est désormais reliée à la flotte au nord de la ville et aux axes de ravitaillement menant en amont à Memphis et au-delà. En voyant les navires, les soldats s'écrient « Vive les biscuits de ration !» Car durant la campagne, ils ont mangé de la viande et des légumes frais et ils en ont assez de ce régime. Au même moment, Sherman écrit à Grant pour lui dire « Vous aviez raison, j'avais tort. Je me suis opposé à votre campagne, mais vous l'avez menée victorieusement. » Le 19 mai, Grant tente un assaut limité contre la pointe nord de la ligne de fortifications ennemies. Nous voici au Redan de la prison, théâtre de l'opération du général Sherman. Les fédéraux sont confiants, persuadés qu'une simple charge aura raison de Vicksburg. Mais il y a là 4 brigades de troupes fraîches, solidement retranchées, pour résister à l'attaque des nordistes. Sherman confie le commandement de l'offensive au patron républicain du Missouri, Francis Blair. La division de celui-ci avance en ligne de bataille. Au nord, la brigade de Giles Smith, précédée par le 13e régulier des États-Unis, sous le commandement d'Edward Washington. Les hommes descendent les pentes, passent difficilement les abattis. 9 porte-drapeaux successifs tombent et peu de survivants atteignent le fossé. Les fédéraux sont ébranlés par la farouche détermination sudiste. Pemberton, très critiqué pour la défaite essuyée jusque-là, a décidé de tenir la ville.
Lorsque la nuit tombe, le combat diminue en intensité. Grant se rend compte que la position de Pemberton est imprenable et qu'il n'est pas prêt d'avoir raison des défenseurs de Vicksburg. Il décide donc d'en faire le siège. Les soldats commencent à creuser dans une série de crêtes quasi parallèles à la ligne de défense ennemie. Des axes de ravitaillement sont établis jusqu'au fleuve Yazoo. Les travaux durent nuit et jour. Et Grant voit même à son réveil la maison dans laquelle il vient de dormir démolie pour construire un pont. Les soldats de l'armée du Tennessee sont certains que la deuxième offensive sera couronnée de succès. Grant la planifie 3 jours seulement après l'échec du 19 mai. Il s'agira d'une attaque générale sur tous les fronts, conçue pour immobiliser les Confédérés dans leur position. Au petit matin, les canonnières de Porter entament un pilonnage continu qui s'ajoute à celui des batteries terrestres. Puis à 10 heures, elles se taisent et l'infanterie passe à l'assaut. Mais les actes individuels de bravoure ont beau être nombreux, les positions confédérées ne sont percées que par de petits groupes de soldats qui sont capturés, abattus ou repoussés. Les forces de McClernand réussissent une percée à la redoute de la voie ferrée, mais le manque de réserve l'empêche de consolider son avancée. Encouragé malgré tout, Grant renouvelle dans l'après-midi cette offensive générale pourtant mal engagée. Mais Pemberton fait alors intervenir la division de réserve de Bowen, brisant toute progression ennemie. Aucun gain supplémentaire n'est enregistré sur les autres fronts et Grant met fin à l'offensive. Les pertes effroyables, plus de 6 fois supérieures à celles des Confédérés, ainsi que la résistance de ces derniers, obligent Grant à choisir pour de bon la stratégie du siège. Mais il ne se contente pas d'affamer ses ennemis. Il ordonne des bombardements quotidiens sur la ville. 13 tranchées proches des fortifications sont ainsi creusées. Les hommes de Pemberton devant économiser leurs munitions, sapeurs et mineurs travaillent donc en relative sécurité. Mais au fur et à mesure que les fédéraux se rapprochent des lignes des Confédérés, ceux-ci leur lancent des obus de mortier qui leur sont souvent renvoyés. Les fédéraux ont également recours à une arme rarement utilisée jusque-là, une grenade en forme de flèche qui explose à l'impact. Le 25 mai, une trêve permet aux fédéraux de s'occuper des morts et des blessés, lesquels gisent sur les champs de bataille depuis le 22. Elle favorise également des rencontres sans hostilité entre les détachements ennemis. Des hommes des régiments rivaux du Missouri et d'autres États s'échangent des cadeaux et discutent, souvent amicalement, durant le bref cessez-le-feu. À la nuit tombée, la tâche macabre est terminée et avec elle, l'intermède de camaraderie. Les hommes retournent derrière leur ligne pour redevenir des adversaires. La campagne victorieuse de l'Union doit trouver son apogée avec la chute de Vicksburg et de Port Hudson. S'assurer la maîtrise du Mississippi jusqu'au golfe du Mexique était l'objectif numéro 1 de la marine fédérale, et les cuirassés ont joué un rôle essentiel. Grâce à eux, l'Union contrôle le fleuve et ses principaux affluents, et dispose d'un axe de ravitaillement indispensable à la progression de l'armée de Grant dans le sud. Sans la maîtrise du fleuve et cette voie de ravitaillement, Grant n'aurait pas été mieux loti que Napoléon en Russie. La ligne de batterie confédérée en position stratégique n'a aucune chance contre les canonnières. Pourtant, l'un des cuirassés, le Cincinnati, qui ouvre le feu sur les batteries le 27 mai 1863, est envoyé par le fond. Un autre navire a déjà été coulé 5 mois auparavant par une machine infernale, selon les nordistes, que les sudistes ont baptisé « torpille » et que nous appellerions aujourd'hui « mine ». 2 de ces engins ont explosé. Et en 12 minutes, le Cairo a sombré. Remonté pour le centenaire de la guerre de sécession, le Cairo a été restauré et le voici ici, exposé. Voyez comment ces navires étaient conçus pour le combat, une proue entièrement cuirassée et des canons puissants.
Le siège rend la vie des civils extrêmement difficile. Certes, les bombardements et les combats font peu de victimes, mais la nourriture se fait de plus en plus rare et des maladies se propagent. Le pilonnage incessant, interrompu uniquement par les 3 brèves pauses-repas des artilleurs, contraint de nombreux habitants à se terrer dans les caves, voire dans les grottes truffant le versant de la colline. Mais dans l'ensemble, malgré les privations, la vie suit son cours normalement. À environ 400 km au sud, le général de division Nathaniel Banks installe le blocus tant attendu de Port Hudson. Comme Vicksburg, la forteresse de Louisiane surplombe un coude stratégique du Mississippi depuis de hautes falaises. Le 14 mars, Banks et le contre-amiral David Farragut lancent un assaut conjoint sur Port Hudson, devant lequel les bâtiments fédéraux étaient passés plusieurs fois en 1862, avant que la position ne soit fortifiée. L'armée de terre ne participe pas vraiment à l'action, mais une fois encore, 2 navires de Farragut déjouent les batteries. Le général Taylor a beau tenter une diversion en attaquant une base fédérale à Brasher City, il ne réussit qu'à s'emparer d'une bonne partie des réserves. Les forces de Banks encerclant Port Hudson maintiennent Taylor à distance tout en isolant la ville. En mai, les fédéraux renforcent les opérations de siège contre les 3 façades terrestres puissamment boisées des fortifications de Port Hudson. Le 27, Banks, qui s'impatiente, lance une offensive infructueuse dont le seul effet est de mettre à l'épreuve la bravoure de ses soldats. La Confédération a désormais les yeux rivés sur le général Joseph Johnston et sur l'armée qu'il rassemble de tous les coins du Sud, sauf de Virginie. Si les soldats et les civils de Vicksburg gardent bon espoir, c'est parce qu'ils sont persuadés que l'armée de Johnston va les sauver. Redoutant une attaque à revers, soit du général seul, soit menée conjointement avec une sortie de Pemberton, Grant fait venir des renforts pour consolider son armée et créer une force spéciale sous le commandement de Sherman qui surveillera les rives de la Big Black. Pourtant, et Grant et Johnston savent pertinemment qu'aucune force confédérée extérieure ne pourra sauver Vicksburg. Malgré les télégrammes urgents du ministre de la guerre James Seddon depuis Richmond, Johnston s'inquiète et ne parvient ainsi à détruire qu'une chose, sa crédibilité. Ce qui fait écrire à un journal de Mobile en Alabama que Johnston lutte quotidiennement contre Grant en lui imposant une insoutenable solitude. Finalement, Grant décide de faire une ultime tentative pour sortir de l'impasse. Des soldats ayant l'expérience des mines de charbon participent à de longs travaux d'approche entrepris par la division de Logan près de la maison des Shirley. En 2 jours, un tunnel d'une 15aine de mètres est creusé, aboutissant directement sous les lignes ennemies. Le 25 juin, plus d'1 tonne de poudre à canon explose dedans, creusant un véritable cratère sous les positions des sudistes. Mais ces derniers, ayant entendu le bruit des pelles, ont déjà quitté les lieux. Le général de brigade Mortimer Leggett envoie dans la brèche le 45e Illinois. Piégés sous le rebord du cratère, les soldats de l'Union essuient les tirs nourris pleuvant depuis les nouvelles positions des Confédérés. Et les hommes de l'Illinois doivent endurer de terribles souffrances avant de réussir à se dégager. Le 1er juillet, une explosion encore plus importante provoque davantage de dommages, mais elle ne sera suivie d'aucun assaut, vu l'inanité de l'opération précédente. Tirs isolés et pilonnage de l'artillerie sont plus efficaces pour causer des dégâts et des pertes chez les Confédérés et continuer d'affaiblir le moral des civils. Dans la première semaine de juillet, Johnston se décide enfin à entreprendre une timide avancée vers Vicksburg, avec 30 000 hommes, mais cette tentative est trop modeste et trop tardive. Inquiet de l'état de son armée affaiblie, Pemberton rassemble son état-major. Doivent-ils tenter une sortie? La majorité refuse. Pemberton, nordiste de naissance, décide d'entrer en contact avec Grant, car il pense obtenir de meilleures conditions avec lui, vu l'importance du 4 juillet pour le Nord. Le 3 au matin, le général John Bowen, vaillant officier qui s'est couvert de gloire dans cette campagne et qui connaît Grant, sort de Vicksburg à cheval. Il s'entretient avec des officiers de l'Union. Une rencontre est programmée pour 3 heures de l'après-midi entre Grant et Pemberton.
Coupés du monde, les Confédérés ignorent à ce moment-là que Lee a pénétré en profondeur dans le Nord. Mais compte tenu de la lenteur des communications, de leur côté, Grant et ses officiers, s'ils savent que Lee a franchi le Potomac, ignorent en revanche qu'une bataille décisive se déroule à Gettysburg depuis le 1er juillet. Ainsi donc, dans l'après-midi du 3, les deux officiers se rencontrent ici. À l'emplacement de ce canon se dressait un chêne. C'est ici qu'ont lieu les présentations. Grant commence naturellement par exiger une reddition inconditionnelle. Pemberton refuse. Vous allez mettre encore beaucoup d'hommes en terre avant de prendre Vicksburg. Puis, ils vont à l'écart discuter du bon vieux temps tandis que leurs subordonnés se réunissent. La réunion s'achève et les deux commandants regagnent leurs quartiers généraux. Cette nuit-là, se souvenant des difficultés pour faire interner dans des camps tous les prisonniers après la reddition de Fort Donaldson, Grant décide d'accorder des conditions plus généreuses auxquelles les Confédérés souscrivent très rapidement. Le 4 juillet, ils sortent de Vicksburg pour déposer les armes. L'armée fédérale prend possession des lieux dans un climat de respect silencieux envers l'ennemi vaincu. Aucune exclamation d'allégresse ne fut poussée par égard pour les prisonniers, écrivit le sergent confédéré Tunnard du 3e Louisiane. Au contraire, chaque sentinelle qui était de faction apportait une musette remplie de provisions qu'elle donnait aux confédérés affamés en disant « Tiens, rebelle, je sais que t'es à demi-mort de faim. » La reddition de Vicksburg déstabilise évidemment un autre commandant, le général Gardner de Port Hudson. Toujours isolé, il risque maintenant de voir arriver sur lui des renforts nordistes. Peu après la chute de Vicksburg, une trêve est négociée. Puis, le 9 juillet, la convention officielle de capitulation est signée à Port Hudson. Le 16, après 8 jours de traversée sur le Mississippi, l'Impérial, cargo vapeur non armé, arrive à la Nouvelle-Orléans avec les couleurs des États-Unis. En apprenant la nouvelle, Lincoln s'exclame ravi. Le père de tous les fleuves est à nouveau libre de couler à sa guise vers l'océan. Les deux graves défaites de juillet 1863 ébranlent les fondements même de la Confédération. Mais malgré ces revers, celle-ci demeure intacte et déterminée à atteindre ses objectifs. À chaque chose, malheur est bon. Certes, Lee a perdu à Gettysburg, mais l'armée de la Virginie du Nord a pu se replier pour mieux se reconstituer. La Confédération de l'Ouest est isolée, mais les troupes éparpillées du général Edmund Kirby Smith contrôlent toujours l'essentiel du vaste département du Trans-Mississippi. L'armée confédérée a toujours la main mise sur la Red River, Charleston et le cœur du Tennessee. Mais dans le sud, des difficultés intérieures commencent à mettre en péril le gouvernement à peine vieux de 2 ans. Au printemps 1863, la pénurie de nourriture atteint un niveau critique dans certaines villes et des émeutes éclatent. Des hordes de femmes en colère prennent d'assaut et dévalisent les magasins. Qui plus est, l'arrivée de réfugiés fuyant les zones de combat ne fait qu'intensifier la famine et la misère qui règnent à Richmond et partout ailleurs. Au nord, les victoires fédérales de l'été 1863 sont venues à point nommé pour masquer de graves problèmes politiques. Bien que les républicains conservent la majorité au Congrès et dans les assemblées législatives, des rivalités intestines éclatent, attisées par les démocrates partisans d'une paix négociée avec le Sud. Ces Copperheads exploitent une loi impopulaire qui établit un système bancaire national, l'émancipation et la conscription obligatoire, qui prend effet cet été-là, pour exacerber l'animosité de la population pauvre des anciens territoires du Nord-Ouest envers les États de la Nouvelle-Angleterre. Le refus de la conscription et le mécontentement aboutissent à une explosion de violence durant l'été 1863. À New York, à la mi-juillet, les Irlando-Américains se soulèvent contre les premiers tirages au sort pour désigner les enrôlés. Pendant 3 jours, les insurgés contrôlent la ville, s'attaquant à tous les symboles du gouvernement des États-Unis, au Parti républicain et plus tragiquement à la population noire. Car le Parti démocrate leur a fait croire qu'ils allaient se battre pour libérer des esclaves, lesquels viendraient ensuite dans le Nord prendre leurs emplois.
Cette émeute anti-conscription constitue le pire exemple de violence urbaine de toute l'histoire américaine, avec au moins 120 morts, le chiffre probable étant certainement beaucoup plus élevé. Les officiers, tant de l'Union que de la Confédération, considéraient les conscrits, les remplaçants et les chasseurs de primes, lesquels s'étaient engagés pour de grosses sommes à la fin de la guerre, comme de piètres soldats. Les hommes qui ont combattu durant les 4 années de guerre étaient volontaires dès 1861 ou 62 pour des raisons patriotiques, comme ces soldats sur le monument du 3e d'infanterie du Michigan, présent depuis Bull Run jusqu'à Appomattox, ainsi qu'à la bataille de Gettysburg, ici, dans le verger de pêcher. L'histoire montre que la pratique des remplacements et des exemptions n'a pas été défavorable aux pauvres ni aux immigrés dans les forces fédérales. Par ailleurs, la présence de Noirs dans les régiments n'est pas due au manque de volontaires blancs, mais à l'action des dirigeants afro-américains qui, à l'instar de Frederick Douglass, encouragent leurs frères à se battre pour la liberté. Puissent les esclaves et les hommes de couleur libérés s'engager et former une armée de libération pour marcher vers le sud et déployer la bannière de l'émancipation parmi les esclaves. Le problème du recrutement se manifeste davantage dans l'armée du Sud, où la conscription, imposée en avril 1862, fait monter dès l'année suivante le prix d'un remplaçant à 1 000 $. Mais la loi accorde des exemptions à de nombreuses catégories, dont les surveillants de plus de 20 esclaves. Les détracteurs de cette mesure impopulaire dénoncent une guerre de riches faite par les pauvres, ainsi qu'une politique du gouvernement confédéré central favorisant les grands propriétaires des régions de plantation. Bien que modifiée ultérieurement, cette loi fera augmenter le nombre de déserteurs et de réfractaires, surtout chez les sudistes originaires des comtés de montagne. Ce sont assurément les pauvres qui mènent les combats de la nation. Ce sont les pauvres qui sauvent les nations et font les révolutions. La guerre est un terreau fertile pour les inventions et la guerre de sécession apporte de multiples nouveautés en matière d'armement. L'urgence des combats, qui incite les gouvernements à acheter toujours plus de matériel, pousse à l'innovation et à l'absurde. Alors que le coût des hostilités dépasse en 1863 $1 million par jour, même le Nord, pourtant plus riche, affiche une attitude conservatrice à l'égard de nombreuses armes nouvelles. Soucieux d'éviter tout gaspillage de munitions, l'intendant en chef de l'armée refuse le fusil et la carabine à répétition que lui proposent les inventeurs. Il faudra attendre que le colonel John Wilder prenne des dispositions avec les hommes de sa brigade et aussi avec sa banque dans l'Indiana, pour voir une unité entière équipée d'armes à répétition sur le champ de bataille. Encore plus gourmand en munitions, le canon à répétition, appelé par la suite mitrailleuse, sera lui aussi écarté par l'intendance, mais fera des apparitions sporadiques tout au long de la guerre. La mitrailleuse Eger, avec sa trémie de chargement ressemblant à un moulin à café, ainsi que la mitrailleuse Williams, posent chacune des problèmes d'échauffement dus à la cadence de tir. Médecin devenu inventeur, le docteur Richard Gatling résout cette difficulté avec un ensemble rotatif à 6 canons qu'il fait breveter en 1862. Mais l'arme restera ignorée jusqu'à ce que le très individualiste général Benjamin Butler en achète 12 en 1864 avec l'argent du Massachusetts. Pourtant, il faudra attendre 1866 pour qu'elle soit enfin officiellement adoptée par l'armée américaine et encore, tous ne sont pas convaincus de son utilité dans les opérations terrestres. Ne voulant pas ralentir sa progression, le général George Armstrong Custer abandonnera 4 mitrailleuses Gatling améliorées lors de son raid sur Little Bighorn en 1873. Autre modèle de conception plus simple, la batterie Requia-Billinghurst, associant côte à côte plusieurs canons de carabine approvisionnés et mis à feu simultanément en un temps très court. Outre cette grenade, de nombreuses armes de la guerre de sécession sont en fait les ancêtres du matériel de guerre moderne, comme le lance-flamme, le mortier de campagne, le lance-fusée de Hale qui lance des projectiles explosifs, le périscope, la lunette télescopique et la mine terrestre.
Au milieu de l'année 1863, la guerre s'intensifie dans le Trans-Mississippi. Et à part la très fructueuse incursion de Richard Taylor sur la rive occidentale, qui prend fin avec la capitulation de Port Hudson, les opérations se soldent par des défaites sudistes. Tentant de soulager Vicksburg, les Confédérés attaquent l'enclave nordiste d'Helena, dans l'Arkansas, mais subissent de lourdes pertes et sont repoussés le 4 juillet. Sous le commandement du général Steele, les forces de l'Union poussent à l'ouest d'Helena et finissent par s'emparer de Little Rock le 10 septembre. De l'autre côté de l'État, le général nordiste James Blunt conduit ses forces multiraciales composées de régiments noirs, blancs et amérindiens vers Fort Smith, après avoir vaincu Douglas Cooper à Honey Springs, en territoire indien. Mais son attention est détournée par un événement dont l'épouvantable cruauté scandalise le Nord. Ne portant guère les abolitionnistes dans son cœur, le chef maquisard William Cantrill et ses 450 partisans du Missouri mènent une opération éclair contre la ville de Lawrence, dans l'est du Kansas. Ces quelques 600 habitants sont depuis longtemps au premier plan de l'action anti-esclavagiste et parmi eux l'ardent sénateur abolitionniste James Lane. Les meurtriers frappent à l'aube du 21 août. Après avoir tué de sang-froid 150 hommes et jeunes garçons, puis pillé et brûlé la ville, Cantrill et sa bande s'enfuient vers le Missouri où ils seront inlassablement traqués.